Bien, monsieur le proviseur, monsieur le directeur, madame l'inspectrice pédagogique régionale honoraire, mesdames, messieurs, chers collègues, chers élèves. Il y a très exactement 100 ans et 3 jours, la France et les Alliés signaient avec l'Allemagne l'armistice de la Première Guerre mondiale. Une guerre totale dont les pertes humaines se sont élevées à 18 millions de morts. On a tous vu dimanche les images fortes, émouvantes de la cérémonie internationale pour la paix dimanche au pied de l'Arc de Triomphe à Paris. Et pour commémorer cette année le centenaire de cet événement, un repère essentiel dans le parcours citoyen de nos élèves, le lycée Angelier, sur le front du Nord, ici, en réponse à un appel à projet académique lancé en avril dernier par Christine Dalbert, ici présente, le lycée Angelier a le très grand privilège de recevoir ce matin, d'accueillir ce matin Serge Bersten, professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po. Serge Bersten a accepté aussitôt notre invitation et nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Il est venu spécialement de Paris, son réveil a sonné un petit peu plus tôt que d'habitude. Et au nom donc du lycée, je l'en remercie très chaleureusement. Je remercie également la Halle au Sucre, son directeur et son équipe de nous accueillir ici ce matin. Alors l'équipe du lycée, l'équipe Histoire-Géographie du lycée a conçu cette matinée en 3 parties. D'abord, Serge Berstein va revenir sur la signification de cet événement, l'armistice, son sens pour les contemporains, sa portée, ses conséquences, et puis son sens aussi pour nous, et puis pour des lycéens français en 2018. Ensuite, on va projeter un extrait seulement d'un film dont vous avez été scénariste, Serge, pour France 3 en 2012. Et donc on va réfléchir au rôle d'un acteur, Clémenceau, ministre de la Guerre, président du Conseil, dans la poursuite et la fin de ce conflit. Et cette forme, le film nous a semblé une forme moderne et proche des élèves pour aborder ce sujet. Et enfin, chers élèves, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez poser à Serge Berstienne sur 14-18. Serge Berstienne qui, avant d'enseigner à Sciences Po pendant 37 ans, c'est ça, a enseigné en lycée auparavant. Mon cher professeur, je vous remercie de nouveau infiniment d'être avec nous ce matin. Je vous cède sans plus tarder la parole. Je précise juste que cette manifestation est enregistrée. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. On pourra donc utiliser cette ressource avec les élèves qui n'ont pas la chance, chers élèves, d'être avec nous ce matin. Voilà, je vous cède sans plus tarder la parole. Merci beaucoup. Bon, je voulais d'abord remercier le lycée Amaury-Lorrain de cette invitation qui m'a fait grand plaisir puisque je suis depuis un certain nombre d'années à la retraite et j'éprouve une sorte de nostalgie de l'époque où j'avais en face de moi des étudiants et des élèves, et c'est avec très grand plaisir que je me retrouve ici. Alors, 2-3 mots avant de commencer. Le film que vous avez commencé à voir, bien entendu, n'est pas un document historique. Je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est la manière dont on essaye de représenter avec des acteurs en étant aussi fidèle que possible au déroulement de l'histoire, un épisode important de cette histoire. Et il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une manière, au fond, de faire comprendre ce qui s'est passé entre, pour simplifier, l'automne 1917 et l'automne 1918. C'est le cœur, évidemment, de ce film, qui est en même temps un film de fiction. C'est-à-dire qu'on a inventé des personnages, les cinéastes avec lesquels j'ai travaillé ont inventé des personnages, ont inventé une histoire, un roman, si l'on veut, ce qui permet que ce soit accessible à la télévision, le document d'histoire étant évidemment plus précis, mais moins favorable en ce qui concerne l'accueil du public. Alors, bon, mon idée était, je n'avais pas tellement pensé, à dire vrai, à parler de l'armistice, mais
bien entendu, je peux le faire et on peut le faire dans les questions. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est quel a été, au fond, le rôle de Clémenceau dans cette année fondamentale qui est l'année automne 1917, automne 1918. Alors en gros, pour commencer, je voudrais dire qu'à l'automne 1917, si nous nous situons en novembre 1917, c'est-à-dire au moment où Clémenceau est appelé à la présidence du Conseil, la France est en train de perdre la guerre. Cette guerre qu'elle a gagnée en définitive, elle est très mal engagée à l'automne 1917. Alors je ne veux pas revenir sur ce qu'on vous a appris en histoire, mais enfin, vous savez que cette guerre, elle a été déclarée en 1914, que pendant le second semestre de 1914, il y a eu de grandes offensives, chacun des belligérants tentant de gagner cette guerre par des offensives décisives. La France a lancé une offensive sur l'Alsace et la Lorraine qu'elle voulait reconquérir. Elle a échoué. Les Allemands ont lancé une offensive sur Paris qui a failli réussir et qui, au bout de quelques semaines, a été arrêtée par ce que l'on appelle la bataille de la Marne, aux portes de Paris, à 30 km de Paris, où les combats ont permis de l'arrêter. Et ensuite, eh bien, le front s'est stabilisé depuis la Flandre jusqu'à la frontière suisse, en incluant dans la zone occupée par les Allemands tout le nord et l'est de la France, en particulier la plus grande partie de la région où nous nous trouvons en ce moment. Et à partir de là, le front ne bouge plus. De l'hiver 1914 jusqu'à l'automne 1917, le front n'a plus bougé. Pourquoi ? Parce que, comme on vous l'a probablement dit, chacun des combattants ne veut plus perdre de terrain et par conséquent s'enterre dans des tranchées qu'il est extrêmement difficile d'attaquer puisqu'il faut sortir de la tranchée, s'exposer au feu de l'ennemi qui vous voit arriver, et toutes les tentatives qui ont été faites pour rompre le front, pour faire bouger les choses, ont toutes échoué, mais à chaque fois en faisant des dizaines de milliers de morts. Donc, au bout de 3 ans, on peut comprendre que les opinions publiques en France comme à l'étranger se demandent que va devenir cette guerre, comment en sortir, puisque depuis 3 ans, on se massacre sans bouger, alors que le front est immobile. Et c'est dans ces conditions que l'année 1917 va être une année catastrophique pour tous les belligérants et en particulier pour les Français. Les Français, en effet, sont las de cette situation. Ils sont las de cette situation parce que presque toutes les familles ont des hommes sur le front et que le risque de mort est considérable, à la fois parce que les Allemands bombardent les tranchées françaises, comme d'ailleurs les Français bombardent les tranchées allemandes, ce qui fait énormément de morts. Et quand on tente d'en sortir, c'est ce qui se passe au printemps 1917, en avril 1917, le général Joffre, qui commandait les armées françaises, est envoyé comme ambassadeur aux États-Unis, et on nomme à sa place un autre général, Nivelle, qui décide de faire une grande offensive napoléonienne. Napoléonienne, c'est lui qui la baptise ainsi. Et par conséquent, il va jeter des milliers d'hommes dans une bataille
qui va faire 80 000 morts en quelques jours avec des gains de terrain à peu près nuls. Et le résultat, quel est-il? Eh bien, il est que les soldats commencent à protester contre ces offensives où elles risquent leur vie et qui n'aboutissent à rien. Alors, il faudra que l'on trouve une solution, et en attendant qu'on la trouve, eh bien, des mutineries se produisent, c'est-à-dire que les soldats refusent de monter en ligne, refusent de se faire massacrer pour rien. Et donc, c'est le moment où il y a certains régiments, ce n'est pas une révolte générale, mais il y a un certain nombre de régiments qui refusent de continuer à combattre et qui se mutinent. Et à l'arrière, les populations sont lasses parce qu'il y a des pénuries considérables de charbon, on n'a pas assez de charbon pour se chauffer, on manque de denrées alimentaires parce que les bateaux qui pourraient les amener sont coulés par les sous-marins allemands, et par conséquent, on commence à voir des grèves se produire alors que depuis 1914, il n'y en avait pas eu. On soutenait l'effort de guerre. Cette fois, des grèves commencent à se produire, des manifestations, et un certain nombre d'hommes politiques considèrent que la seule solution, c'est d'arrêter le massacre, de signer la paix tout de suite, une paix blanche, c'est-à-dire où il n'y aurait ni annexion, ni indemnité, on renoncerait même à l'Alsace-Lorraine, et par conséquent, arrêter cette guerre qui n'en finit pas. Or, les dirigeants français, et en particulier le président de la République, Raymond Poincaré, qui est un Lorrain, qui veut que la France gagne cette guerre pour en terminer et reconquérir l'Alsace et la Lorraine, lui s'y refuse absolument. Alors, le problème qui se pose à lui est de savoir qui on peut appeler au pouvoir, quel homme politique est capable de terminer cette guerre. Et alors, il va s'adresser à quelqu'un qu'il déteste, qui est Georges Clemenceau. Alors, Georges Clemenceau, je ne sais pas si on en a déjà parlé. Hein. C'est un personnage assez atypique, très haut en couleur, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a un caractère qui est même un peu caractériel, hein, peut-on le dire. Il a commencé sa carrière comme l'un des chefs de ce que l'on appelait en France, au début de la Troisième République, le Parti radical, qui était à ce moment-là l'extrême gauche de l'échiquier politique français. Et Georges Clemenceau est un homme énergique, c'est un excellent orateur, il sait entraîner son public et il est redouté pour une foule de raisons. Il est d'abord redouté au Parlement parce que c'est un polémiste qui est capable d'attaquer un gouvernement et de faire que les députés le suivent et renversent le gouvernement. Donc il a été considéré comme un tombeur de ministères, l'homme qui faisait tomber les ministères. Et c'est aussi quelqu'un qui a l'esprit caustique, ironique, qui n'hésite jamais à faire un bon mot, en particulier pour ridiculiser certains de ses adversaires politiques. Et par conséquent, il est détesté de beaucoup de monde. Et il a fait tout ce qu'il a pu en 1913 pour empêcher Poincaré d'être président de la République. Là, il n'a pas réussi. Mais du coup, Poincaré et Clemenceau se détestent. Alors Clemenceau, depuis le début de la guerre, ne cesse d'attaquer, c'est un peu son image de marque, les gouvernements, en leur reprochant de ne pas mener la guerre avec assez d'énergie. Il attaque les généraux
dont il ne comprend pas pourquoi ils ne prennent pas l'offensive, et il estime que sans offensive, on ne peut pas gagner cette guerre. Et cette guerre, il veut à tout prix la gagner. Et donc Poincaré se résigne à appeler Clémenceau à la présidence du Conseil. La présidence du Conseil sous la Troisième République, c'est le poste de Premier ministre aujourd'hui, avec cette différence importante que sous la Troisième et d'ailleurs sous la Quatrième République, c'est ce président du Conseil qui est le vrai chef du gouvernement. C'est lui qui dirige le gouvernement. Le président de la République, il est là pour faire des discours, à la rigueur, donner des conseils au gouvernement, mais c'est le chef du gouvernement qui décide. Et Clémenceau, lorsqu'il arrive au pouvoir, va effectivement décider, et décider avec tellement d'autorité qu'on l'accusera très vite d'être un véritable dictateur. À quoi il répondra, ça se voit dans le film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qu'il dépend de la confiance que lui fait le Parlement et qu'il suffit que les députés le mettent en minorité pour qu'il donne sa démission. Mais bien entendu, les députés n'osent pas le faire parce que Clémenceau est extrêmement populaire. Seulement, lorsqu'il arrive au pouvoir, il apprend une très mauvaise nouvelle. En Russie, qui est l'allié de la France, vient de se produire ce que l'on a appelé la révolution d'octobre, qui en réalité se produit au début du mois de novembre. Il y a un décalage entre le calendrier julien que les Russes emploient et le calendrier dont nous nous servons en Occident. Et cette arrivée au pouvoir des bolcheviks, c'est-à-dire de la partie extrême du mouvement révolutionnaire socialiste russe, qui viennent prendre le pouvoir au moment où Clémenceau arrive à la présidence du Conseil, n'ont qu'une idée, c'est faire une révolution mondiale et pour cela éviter dans un premier temps que la Russie, dont les troupes commencent à se débander, ne soit complètement rayée de la carte. Donc les bolcheviks vont en Russie négocier avec les Allemands une paix séparée, alors que la guerre continue à l'ouest, et cette paix séparée va avoir pour conséquence de permettre aux Allemands de retirer une bonne partie de leurs troupes de Russie pour les envoyer sur le front de l'Ouest, c'est-à-dire contre les Français et les Anglais. Et au moment où Poincaré arrive au pouvoir, on est par conséquent dans cette situation extrêmement difficile d'un front bloqué, des mutineries dont je vous ai parlé, des manifestations, des tendances à signer une paix immédiate et du risque de voir l'armée allemande considérablement renforcée à l'ouest par les troupes qui viennent de l'est et par conséquent pouvoir l'emporter. Alors, dans ces conditions, l'année 1918-17, de novembre 17 à novembre 18, c'est une année complètement décisive, où on joue en quelque sorte à quitte ou double. Parce que d'un côté, les Français et les Anglais attendent le secours des Américains. Les Américains sont entrés en guerre tardivement, en avril 1917 seulement. Et ils préparent leurs troupes, ils préparent le matériel de guerre qu'ils vendent d'ailleurs aux Occidentaux, et ils entraînent leurs troupes de manière à ce que celles-ci puissent venir épauler les Anglais et les Français. Et les Allemands n'ignorent pas qu'à partir du moment où les Américains seront là,
il y aura une énorme supériorité numérique et une énorme supériorité en matériel du côté des Anglais et des Français, renforcés par les Américains. Et donc l'idée, ça va être de gagner la guerre pour les Allemands à tout prix, en se servant de la supériorité que leur donne le retour des troupes de l'Est et avant que les Américains n'arrivent en France. Et c'est cette période-là où Clémenceau va avoir à la fois à se battre à l'intérieur et à l'extérieur pour essayer de gagner cette guerre. Alors à l'intérieur, il fait d'abord exécuter un certain nombre de traîtres réels qui ont été démasqués et qui donnaient des renseignements aux Allemands. Donc il y a un certain nombre de cas de trahison qui sont révélés et qui vont se terminer devant le peloton d'exécution. D'autre part, pour impressionner les hommes politiques, partisans de la paix immédiate, et en particulier un personnage important de l'histoire française, je ne sais pas trop si vous en avez parlé parce que l'importance diminue avec l'éloignement dans le temps, Joseph Caillaux, qui est un homme politique français d'une grande importance et au fond le chef de file de ceux qui voudraient une paix immédiate. Clémenceau va le faire arrêter. Il a saisi un dossier où il dévoilait ses projets et il le met en prison alors que c'est un personnage extrêmement important. De même, il fait juger par la Haute Cour de justice un autre homme politique très important, l'ancien ministre de l'Intérieur Jean-Louis Malvy, qui s'est montré trop conciliant à ses yeux envers les pacifistes. Donc il y a une reprise en main brutale. Et puis il y a surtout, de la part de Clémenceau, face aux hommes politiques, l'affirmation, alors je ne pense pas que vous l'ayez déjà passé, de son grand discours de mars 18 à la Chambre, autour du thème « Je fais la guerre et je ne fais que cela ». Bien. Donc il y a une reprise en main, donc là vous allez le voir avec le film, je n'insiste pas là-dessus. Et le rôle de Clémenceau va être en fait de résister entre le début, en février-mars 1918, jusqu'en juillet 1918, aux assauts des Allemands qui vont lancer 4 offensives extrêmement brutales, extrêmement fortes, pour essayer d'en finir. Et alors Clémenceau, pour coordonner les efforts militaires des Anglais, des Français et des Américains qui commencent à arriver à cette date, réussit à faire nommer le général Foch, qui est un général partisan de l'offensive à tout prix. Il va le faire nommer commandant en chef des armées alliées, ce qui permet de mieux coordonner les efforts militaires. Et donc, entre mars et juillet 1918, le général, puis il sera nommé maréchal après la victoire, le général Foch résiste aux 4 grands assauts allemands en Champagne, dans l'Argonne et même très près de Paris, puisque on va mettre en place un canon qui a été baptisé la Grosse Bertha et qui permet aux Allemands de bombarder Paris grâce à ce canon. Et alors le résultat, si vous voulez, c'est que les 4 offensives allemandes échouent et grâce à la résistance politique de Poincaré, militaire de Foch, et en juillet 1918, Foch, qui a désormais derrière lui près d'1 million de soldats américains, c'est un point important, la France a peut-être gagné la guerre, mais pas toute seule, tant s'en faut, et par conséquent, grâce à cette supériorité numérique, grâce au matériel qui arrive, et en particulier
aux chars d'assaut qui, pour la première fois, apparaissent massivement sur les champs de bataille. En juillet 1918, la dernière offensive allemande est arrêtée par Foch, qui lance aussitôt une contre-offensive. Et à partir de juillet 1918, l'idée que l'Allemagne va perdre la guerre va désormais s'imposer. Les Allemands reculent et l'état-major allemand va demander au gouvernement allemand de solliciter un armistice sur la base des idées du président Wilson, c'est-à-dire une paix fondée sur le droit et la justice, et vont presser le gouvernement, les dirigeants militaires allemands vont presser le gouvernement de signer cet armistice avant que l'armée allemande ne s'effondre. Ce qui effectivement va se produire. Alors vous le verrez, Clémenceau et Poincaré ne sont pas d'accord sur la fin de la guerre. Poincaré, appuyé par Foch d'ailleurs, voudrait envahir l'Allemagne pour qu'il y ait une défaite incontestable, mais Clémenceau s'y refusera en disant qu'on ne va pas tuer un homme de plus pour terminer la guerre, et donc l'armistice sera signé le 11 novembre 1918. Alors je vais peut-être m'arrêter là, hein, et puis si vous voulez, on reprendra, si vous le souhaitez, sur l'armistice, et qui est presque un autre sujet, parce que là il s'agit évidemment de batailles diplomatiques complexes qui n'ont pas exactement la même portée que ce que vous allez voir dans le film, mais on peut en parler après. Bien, merci professeur pour cette synthèse dont vous avez l'art, tout à la fois utile et très éclairante, d'entamer la troisième partie de cette commémoration, puisqu'on va enfin donner la parole aux élèves. On a donc un portrait ici de Clémenceau, l'homme Clémenceau proche de sa personnalité, volontiers séducteur. On va faire un lien aussi, Clémenceau est lié à l'histoire de notre ville, Dunkerque, puisque c'est lui c'est sur sa proposition que Poincaré remet la Légion d'honneur à la ville de Dunkerque en 1919. Dunkerque qui auparavant avait reçu la Croix de guerre, c'est une des premières villes en France à la recevoir dès octobre 1917. Et donc je vais vous lire la citation, journal officiel du 10 août 1919. Je cite la citation pour la remise de la décoration, donc de la Légion d'honneur. Soumise pendant 4 ans à de violents et fréquents bombardements, Dunkerque a su, grâce au sang-froid admirable et au courage de sa vaillante population, maintenir et développer pour la défense nationale sa vie économique, les usines du Dunkerquois, et rendre ainsi à l'armée et au pays d'inappréciables services. Conclusion, ville héroïque qui a servi d'exemple à toute la nation. Voilà quelques mots de transition avant. Donc, alors, est-ce qu'on peut mettre la diapositive suivante, peut-être, Louis, ouais. Pour faire le lien donc avec le traité de Versailles, puisque c'est le sujet, Serge, de votre dernier livre. C'est le 30e livre, je crois. Je ne sais pas à compter. Vous ne savez pas trop vous-même. Et donc là, ils ont fait la paix aux éditions Les Arènes, le traité de Versailles vu de France et d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs dans le film qu'on nous dit que la guerre ne se termine pas le 11 novembre 1918, mais avec le traité de paix le 28 juin 1919. Alors, chers élèves, vous avez maintenant la parole pour poser, il n'y a pas de mauvaises questions, toutes les questions que vous souhaitez poser sur Clémenceau, sur 14-18, sur l'entre-deux-guerres, on va en parler, sur les conséquences de ce traité, ce fameux diktat. Allez-y très simplement. Il y a un micro pour vous qui doit être sur le bureau, ici. Une première question peut-être. Vous avez qualifié dans un article Clémenceau d'inclassable. Alors souvent, les élèves demandent si Clémenceau est de gauche, entre guillemets, ou de droite. Les deux. Les deux, c'est en cela qu'il est inclassable. Il y a une évolution incontestable de Clémenceau. Clémenceau commence sa carrière politique au début de la Troisième République, et à ce moment-là, il fait partie des républicains les plus intransigeants.
ceux qu'on appelle les radicaux. Il n'y a pas de parti à l'époque. Il faut rappeler que les partis en France n'ont été constitués comme nous les connaissons aujourd'hui qu'au tout début du XXe siècle, avec la loi sur les associations qui a permis qu'ils aient une existence légale. Alors, ce qu'on appelle un parti politique avant 1900, c'est une tendance de l'opinion qui est représentée par des journaux, par des députés, des sénateurs, des maires, des associations, comme par exemple les comités de lecture qui étaient extrêmement répandus à la fin du XIXe siècle. Et Clémenceau représente dans cette nébuleuse et des extrêmes, comme on l'appelle à l'époque, effectivement, l'extrême gauche, à une époque où, pendant des années, le socialisme est encore banni de la vie politique française après le rôle qu'il a joué, qu'ont joué les gens qui se disaient socialistes dans l'insurrection de la Commune. Et par conséquent, les dirigeants de l'extrême gauche ont fui en Belgique, en Angleterre, etc. Et l'extrême gauche, c'est le parti radical, le courant radical, c'est-à-dire des républicains qui veulent, comme Clémenceau le dira par exemple dans le document qu'il met au point pour les élections de 1881, qui veulent la République, mais pour ces grandes promesses sociales, c'est-à-dire pas seulement la démocratie politique, mais également des mesures sociales pour les plus pauvres, pour les gens faibles, pour les démunis, etc. Ça, c'est la politique des radicaux, et puis en même temps une politique très anticléricale, très opposée à l'Église, etc. Bon. Clémenceau joue donc là un rôle politique extrême. Il est d'extrême gauche, il sera détesté par la droite, il sera détesté par les catholiques parce qu'il est anticlérical. Et puis Clémenceau, après avoir abattu beaucoup de gouvernements, pour la première fois, et rentre dans un gouvernement en 1906 comme ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, quelques mois après, il garde ce ministère de l'Intérieur, mais il devient président du Conseil pour la première fois. Et il s'apprête à mener la politique sociale qu'il préconisait depuis les débuts de la Troisième République. Mais à ce moment-là, se crée en France un courant qui dépasse l'extrémisme des radicaux, et de très loin, et qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire. C'est le moment où se constituent les syndicats, où se crée la Confédération générale du travail, la CGT, et cette Confédération générale du travail se fixe comme objectif de renverser la République bourgeoise pour créer une république selon les vues des anarchistes de l'époque, c'est-à-dire de petits groupes qui se gouverneraient eux-mêmes. Et pour cela, eh bien, il faut abattre le régime républicain qu'ils accusent d'être un régime bourgeois. Clémenceau, ministre de l'Intérieur et président du Conseil, va donc défendre l'ordre républicain en luttant contre ce syndicalisme révolutionnaire. Donc il y a des grèves extrêmement violentes, l'armée intervient, il y a des morts, et les socialistes attaquent violemment Clémenceau, qui lui-même d'ailleurs se proclame le premier flic de France, et les socialistes l'accusent d'être la bête rouge, l'homme sanglant qui a fait couler le sang des ouvriers. Donc il est détesté aussi par les socialistes. Beaucoup de gens le détestent, hein. Je pense que vous l'avez compris. L'homme sait attirer sur lui les haines et les colères, et par conséquent, il est difficile à classer.
il est d'extrême gauche au départ. Ensuite, on voit plutôt en lui un homme d'ordre. Et au total, on va aboutir à ceci, que la gauche et la droite sont d'accord pour rejeter Clemenceau, et beaucoup de députés aussi, soit parce qu'il les a humiliés, soit parce qu'il a mené une politique autoritaire quand il était président du Conseil pendant la Grande Guerre. Donc un homme incontestablement difficile à classer, ni de gauche ni de droite, et lorsqu'il se présentera, alors il en était un peu question à la fin de ce film, à la présidence de la République en 1920, pour remplacer Poincaré qui a terminé son mandat, eh bien, il aura contre lui la majorité des députés de gauche ou de droite, tous ceux qu'il a humiliés, etc. Et on élira comme président de la République Deschanel, l'homme avec qui il a fait ce duel qu'il a représenté dans le film, et qui va devenir donc président de la République à sa place pour quelques semaines d'ailleurs seulement, parce qu'il sera atteint de troubles mentaux et obligé de démissionner. Mais la carrière de Poincaré est finie à ce moment-là. C'est un homme qui est largement octogénaire, qui a bien dépassé les 80 ans. On ne devient pas président de la République à ce moment-là. Les coups de griffe de Clemenceau, le tigre, sont craints, sont redoutés. À quel moment apparaît ce surnom, le tigre ? À quel moment apparaît le surnom, le tigre ? Le surnom, le tigre, ça apparaît dès la fin du XIXe siècle, parce qu'il est difficile de résister à ces attaques. Quand il monte à la tribune pour attaquer un gouvernement, le gouvernement tremble parce qu'on sait qu'il va prononcer des paroles définitives. Et comme les partis, comme je vous le disais, sont beaucoup moins organisés qu'ils ne le sont aujourd'hui, les députés sont en quelque sorte libres de leur vote. Ils ne sont pas liés par une discipline de parti. Et donc il n'est pas rare qu'un discours de Clemenceau signifie la mort d'un gouvernement. Clemenceau monte à la tribune et les attaques qu'il lance convainquent en général une grande partie des députés. Donc c'est un tombeur de ministère, c'est quelqu'un qui à la fois s'est montré un homme de gouvernement extrêmement énergique et puis un opposant extrêmement redoutable, et d'autant plus redoutable que, comme le montrait le film, lorsque un député s'estime injurié, à cette époque-là, on provoque en duel l'homme qui l'a insulté. Seulement voilà, Clemenceau était réputé pour son habileté à manier les armes, qu'il s'agisse de l'épée ou du pistolet. Et par conséquent, on hésitait un petit peu à le provoquer en duel. Encore que, à ma connaissance, il n'a jamais tué personne de cette manière-là. Enfin. Alors, une première question d'une élève, mademoiselle. Je peux la poser ? Je dois parler dans le micro. Je vous en prie. Est-ce une légende ou est-ce que c'est faux que Clemenceau est monté au front et a levé le poing en disant « on vous aura face aux Allemands » ? Non, c'est authentique. C'est authentique, ça a été rapporté par les gens de son entourage. Mordac, qui est représenté dans le film au pied de cette butte. Alors effectivement, l'une des raisons de la popularité de Poincaré, décidément, ça va mal, de Clemenceau, là, Poincaré, ce serait plutôt le contraire de ce point de vue, l'une des causes de la popularité de Clemenceau, c'est qu'il n'a pas hésité à passer beaucoup de temps auprès des soldats, au front, à se promener dans les tranchées, comme vous l'avez vu dans le film donc, que vous avez dû voir hier, et puis l'épisode où il monte sur un terre-plein et où il injurie en quelque sorte les Allemands, malgré les efforts de son entourage pour le faire descendre, parce que il ne faut pas grand-chose quand on met la tête hors de la tranchée pour être tué à l'époque.
Alors l'élément est authentique, ça a été rapporté par Mordac, par Wormser, par un certain nombre d'officiers qui l'accompagnaient. Avec l'épisode du bouquet de fleurs aussi. Avec l'épisode du bouquet de fleurs qui est également authentique. Et de fait, Clémenceau s'est fait enterrer avec ce bouquet de fleurs que lui ont donné les soldats, un bouquet de fleurs qui était tout poudreux de tout ce qui retombait comme poussière dans les tranchées, etc. C'était un des éléments dans son testament, il y tenait absolument. Il a marqué dans son testament, tout à fait. Alors, une question suivante. Monsieur, allez-y. Oui. Pourquoi les États-Unis ont-ils attendu 1917 pour entrer en guerre? Très bonne question. Alors, parce que les États-Unis ne veulent absolument pas, il y a une doctrine, si vous voulez, qui n'est pas récente, ce qu'on appelle la doctrine de Monroe, qui remonte au XIXe siècle et qui, en gros, dit à peu près le continent américain n'accepte pas que des pays venus d'autres continents viennent s'occuper des problèmes du continent. C'est réservé en quelque sorte aux États-Unis en raison de leur destinée manifeste, comme disent les Américains. Et en revanche, ils s'interdisent d'intervenir dans les affaires des autres pays du monde. Donc il y a une sorte d'isolationnisme américain. Les États-Unis s'intéressent à ce qui se passe sur le continent américain. Ça consiste d'ailleurs pratiquement comment dirais-je, à nouer des liens avec tous les petits États d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale ou le Canada, et à organiser le continent autour des États-Unis. Voilà. Donc, alors pourquoi les États-Unis, en ces conditions, sont-ils entrés en guerre? Ils sont entrés en guerre parce que il y avait globalement l'opinion américaine est très majoritairement favorable aux Anglais et aux Français parce que ce sont des États démocratiques. Alors que l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne sont des États autoritaires. Il y a le suffrage universel, donc la démocratie existe, mais pas le libéralisme. Le suffrage universel sert à élire des députés qui essentiellement votent le budget, mais la direction du gouvernement est sans rapport avec ce qui se passe au Parlement. Il n'y a pas de régime parlementaire. Or, avant la guerre de 1914, on considérait que la démocratie parlementaire, celle où la majorité du Parlement donne la confiance au gouvernement et contrôle le gouvernement, c'était le régime idéal de liberté et de démocratie. Donc l'opinion américaine est plutôt favorable à la France et à l'Angleterre. Mais surtout, l'Amérique a tiré un avantage économique extraordinaire de la Première Guerre mondiale, dans la mesure où les Anglais et les Français ont besoin de denrées alimentaires, ont besoin de matières premières, ont besoin de matériel de guerre, et les Américains les fabriquent, le matériel en très grande quantité et exportent des denrées agricoles, des matières premières, des produits fabriqués qu'ils envoient par bateau vers l'Angleterre et la France. Et c'est évidemment un soutien important que ce soutien économique, mais il s'accompagne de la volonté des Américains de ne pas entrer en guerre. Et lorsque le président Wilson se fait réélire en 1916, le grand slogan de sa campagne électorale, c'est « Il nous a préservés de la guerre ». Donc l'Amérique s'enrichit, mais l'Amérique ne fait pas la guerre. Simplement, pour entraver ces relations économiques entre l'Europe en guerre et les États-Unis, les Allemands lancent une guerre sous-marine. C'est-à-dire qu'ils ont des sous-marins, et ces sous-marins coulent non seulement les navires anglais et français, mais éventuellement les navires américains
qui apportent des matières premières, etc., tous les éléments dont ont besoin les Anglais et les Français. Et par conséquent, un certain nombre de bateaux américains sont coulés, y compris d'ailleurs des bateaux transportant des passagers, et c'est en raison de cette guerre sous-marine qui tue des Américains, qui coule des navires américains, qu'en avril 1917, les Américains franchissent le pas et que Wilson va faire entrer en guerre les États-Unis en avril 1917. Et il va falloir pratiquement une année, jusqu'en avril 18, où vous avez dû voir dans le film l'arrivée des premiers Américains, que cette aide américaine, qui va être décisive, arrive en France pour combattre. Donc, si vous voulez, le problème est important. Les Américains sont entrés en guerre, certes, mais Wilson, le président américain, qui est le fils d'un pasteur baptiste, qui est très pénétré de toute une culture religieuse. Clémenceau disait, quand je parle avec lui, j'ai l'impression de discuter avec Jésus-Christ. Ce personnage, donc, n'entend pas épouser les buts de guerre des Anglais, des Français, des Italiens, enfin de tous ceux qui ont gagné la guerre, et il se déclare non pas allié, mais associé. Autrement dit, ces buts de guerre ne sont pas les buts de guerre des Anglais et des Français, et ça va être un des problèmes, puisqu'on évoque aujourd'hui un peu la conférence de la paix, un des problèmes de la conférence de la paix. Wilson, d'un côté, les Anglais, les Français, les Italiens et tous les autres, d'ailleurs, n'y arrivent pas avec les mêmes objectifs. Les Anglais, les Français, etc., veulent des éléments territoriaux, des zones d'influence, des indemnités financières de la part de l'Allemagne. Wilson, lui, en janvier 1914, a prononcé un grand discours où il a mis en avant 14 points qui sont les buts de guerre des Américains. Et ces 14 points décrivent une paix fondée sur le droit et la justice, le droit et la justice s'exprimant sur le terrain par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc il y a une vision complètement neuve des relations internationales, et en particulier au point 14, le dernier, la création d'une société des nations qui devrait permettre d'établir une paix définitive dans le monde. Donc des buts très différents, et c'est un des problèmes clés. Et donc cette intervention américaine contribue à faire de 1917 le tournant. Absolument. Avec les mutineries, Absolument. avec la révolution d'octobre en Russie. Absolument. Pour nos élèves, pour la chronologie, c'est l'année de tournante. basculement. Allez-y, Lucas. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du président de la République sur sa crainte de revenir à une Europe de 1930 ? Alors écoutez, j'ai eu l'occasion de l'exprimer à la demande d'un journal. On ne revient pas à l'Europe de 1930. Je veux dire que il ne faut pas considérer l'histoire comme une science exacte. Dans une science exacte, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et par conséquent, alors le monde d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec le monde d'il y a 100 ans. Vous le savez très bien quand vous voyez un film, vous voyez évoluer des gens dans des cadres et avec des instruments, des moyens, des machines, etc., qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Le monde de 1914, c'est un monde où, pour traverser l'Atlantique, il faut compter plusieurs semaines. Voilà. Le monde de 1914, c'est un livre où, quand on veut joindre quelqu'un aux États-Unis,
eh bien, on peut à la rigueur se servir des câbles sous-marins qui existent déjà à l'époque, mais il faut du temps pour que tout cela arrive. Il faut que le câble ne soit pas, etc., endommagé. On est, si vous voulez, le monde des machines, l'instantanéité de l'information. Tous ces éléments-là font que ça ne se ressemble pas. Donc, aucun historien ne vous dira qu'on peut en revenir à cette date-là. Alors en revanche, ce qu'a dit le président de la République tient la route en ceci qu'il y a toute une série de dynamiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui sont d'une nature proche de celles qui ont joué au lendemain de la fin de la Première Guerre mondiale. Je prends un exemple. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'idée est que les Anglais, les Français, les Italiens, etc., ont remporté une victoire qui est celle de la démocratie libérale, parlementaire, sur les États autoritaires qu'étaient l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et par conséquent, on voit fleurir au lendemain de la Première Guerre mondiale toute une série de républiques ou de monarchies parlementaires dans les États issus de l'éclatement de l'Autriche-Hongrie ou de l'éclatement de l'Empire ottoman. Le problème, c'est que ces démocraties qui fleurissent partout en Europe, elles vont vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, pas tellement plus. Pourquoi ? Parce que les sociétés dans lesquelles on a voulu implanter le régime de la France et de l'Angleterre, c'est-à-dire le régime parlementaire, n'ont pas la structure nécessaire. En Angleterre et en France, en gros, c'est ce que l'on appelle la classe moyenne qui constitue l'assise de ces démocraties libérales. Les pays issus de l'éclatement de l'Autriche-Hongrie, pour prendre un exemple, sont des pays dont une grande partie sont encore des pays ruraux, où des paysanneries assez peu évoluées occupent une place très importante dans la société, où la grande propriété nobiliaire est tout à fait fondamentale, et par conséquent, on comprend très bien que les régimes de démocratie libérale qui supposent une participation des populations, ne serait-ce que par l'élection à la vie de la population, manquent dans ces États et qu'ils reprendront très vite la tradition autoritaire qui était celle du passé. Alors on peut établir une comparaison. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ce n'est pas la même chose, mais la dynamique qui est à l'œuvre est à peu près la même. L'Union européenne, qui a été construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les vainqueurs occidentaux de l'Europe et qui s'est constituée petit à petit à partir des 6 qui, en 1950, décident de réunir un certain nombre de leurs activités économiques. Cette Union européenne, elle a été jusque pratiquement les années 1991, 92, etc., uniquement l'apanage de pays de l'ouest de l'Europe qui avaient plus ou moins les mêmes structures et qui, quand ils ne les avaient pas, les acquéraient grâce à l'Union européenne qui les aidait à modifier leur économie, à la rendre plus productive, etc. Et puis il y a eu l'effondrement du bloc soviétique dans la dernière décennie du XXe siècle. Et là, on a eu toute une série d'États, de ceux qui, justement, par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avaient créé des démocraties, des républiques, des monarchies parlementaires, et qui se sont effondrés. Et ces États qui n'avaient pas connu, au fond, la très longue maturation de la démocratie libérale en Europe occidentale, en Angleterre, en France, en Italie du Nord au moins, etc., tous ces États
sont passées de la dictature qu'elles connaissaient dans les années 1930 à une autre forme de dictature, celle établie par les partis communistes liés à l'URSS au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et l'effondrement de l'URSS, eh bien, les a rendus à une possibilité de démocratie libérale, sauf que leur population, leur économie, etc., n'étaient pas au même niveau. Alors, en théorie, on ne devait adhérer à l'Union européenne qu'à condition de remplir un certain nombre de conditions économiques, sociales, juridiques, politiques, etc. Mais pour aider ces États à entrer dans cette voie démocratique, on a accepté, quand bien même ils ne remplissaient pas les conditions que les autres avaient dû remplir, de les faire entrer dans l'Union européenne. Et puis on s'aperçoit actuellement que pour un certain nombre d'entre eux, eh bien au fond, les qui ont adhéré souvent à l'Union européenne, un, parce que c'était la condition d'être politiquement protégé par l'OTAN, deux, parce qu'il y avait une aide économique qui permettait de développer les infrastructures, etc., n'acceptent pas d'aller jusqu'au transfert de souveraineté qui sont indispensables dans le système politique qui est celui de l'Union européenne. Et donc, vous savez très bien, je pense que vous avez entendu ça à la radio ou à la télévision, que des États, par exemple, comme la Pologne ou comme la Hongrie, qui sont quand même de grands pays en Europe, eh bien, n'acceptent pas les règles, par exemple, de l'indépendance de la justice, qui sont fondamentales dans l'Union européenne. Donc on peut considérer qu'il y a à l'œuvre des dynamiques. Pour le moment, on ne sait pas où ça va mener. Un historien, par définition, ne lit pas l'avenir, c'est dommage. Enfin, il essaye quelquefois de l'imaginer, mais il n'est pas sûr de gagner à tous les coups. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir, mais il est vrai qu'on peut considérer que si on ajoute à cela la volonté des Britanniques de reconquérir leur indépendance totale, l'Union européenne, qui a quand même été le grand produit de la Seconde Guerre mondiale, qui depuis près de 70 ans a permis de maintenir pour l'essentiel la paix en Europe, si on met de côté les heurts dans l'ancienne Yougoslavie, qui a considérablement assuré la prospérité européenne, est probablement menacée. Alors, je pense, si vous voulez, que dire on revient aux années 30, ça n'est pas vrai. C'est pas le fascisme. Le fascisme correspondait à des structures économiques, sociales et politiques qui étaient celles, effectivement, des années 30. Aujourd'hui, c'est un autre problème. On parle de populisme. Bon, c'est surtout un retour du nationalisme qui représente un véritable danger pour la construction de l'Union européenne et de ce qui est devenu l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. On peut donc parler de similitudes limitées entre les années 30 et aujourd'hui. Oui, on peut parler de similitudes, je dirais, des dynamiques en cours, sans qu'on soit capable de dire jusqu'où cela va aller. Et vous avez signé une tribune importante dans Le Monde ce week-end en réaction aux propos présidentiels. Comment expliquer cette crainte présidentielle Parce que je pense qu'elle est réelle. Je pense qu'elle est réelle. C'est-à-dire qu'il y a probablement une conscience, au moins au niveau des éléments gouvernementaux. Je suis moins sûr qu'elle soit ancrée dans l'opinion de tout ce que l'Union européenne a apporté à l'Europe tout entière et à la France en particulier. On critique l'Europe parfois non sans raison. Nul ne dira qu'elle est parfaite, dans la mesure où elle met en avant des normes, elle empêche les gouvernements
de mener la politique budgétaire qu'ils ont envie de mener, si elle n'est pas celle de l'Union européenne, etc. Bon, bref, qu'elle soit perfectible, il n'y a aucun doute. Sa suppression, ce serait incontestablement une régression. Donc des similitudes, mais sans craindre pour autant un retour au fascisme. Ça... Oui, bah, le fascisme, enfin bon, c'est pas le lieu ici de le développer, mais c'est quand même quelque chose qui tient à des circonstances historiques particulières, qui n'est pas exportable partout. La dictature, oui, ça existe depuis longtemps. La violence, ça existe depuis longtemps en politique. Le totalitarisme, qui est quand même au cœur du fascisme, c'est tout à fait autre chose. Alors, on continue, monsieur. L'année 2018 est l'année Clémenceau. De nombreuses personnalités politiques se fascinent pour lui et l'admirent, se réclament de lui. Quel regard portez-vous sur ces filiations et peut-on parler de récupération politique ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de récupération politique. Ce qu'il faut dire, c'est que, comment dirais-je, là non plus, les choses ne redeviennent pas exactement semblables, hein, bien entendu. Alors, en quoi est-ce qu'on se réclame tout à coup de Clémenceau, puisque effectivement, vous avez raison de dire, il y a eu un Premier ministre dans le quinquennat précédent qui se réclamait de Clémenceau, et l'actuel président de la République se réclame de Clémenceau. Qu'est-ce qu'on veut dire dans ce cas-là ? On veut dire mener une politique décidée et énergique. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est, je crois, une espèce de label qu'on colle sur Clémenceau. L'homme était plus complexe que cela. C'est le courage, finalement, qu'on retient de lui. Oui, c'est ça. Le courage de prendre des décisions et le fait de ne pas céder aux pressions. Vous, par exemple, dans le film, dans ce que vous avez vu, je pense, hier, on représente Clémenceau après son discours « Je fais la guerre » en discussion avec un dirigeant socialiste, Renaudel, et avec un dirigeant radical, Franklin Bouillon, qui l'attaque en disant oui, vous faites la guerre avec le sang des hommes, etc. Il vaudrait mieux faire la paix. Et de ce point de vue-là, Clémenceau, évidemment, résiste. Hein, c'est-à-dire, il dit, si vous n'êtes pas content, vous me renversez. Mais il ne cède pas à la pression. Alors, je crois que c'est un peu ça, l'image qui a été gardée de Clémenceau, mais, comment dirais-je, c'est une image très, très limite, très épurée, où on supprime beaucoup de facteurs de Clémenceau, parce qu'il y a chez Clémenceau à la fois, comment dirais-je, le courage d'aller jusqu'au bout, qui est effectivement sa marque politique, mais il y a aussi son caractère brouillon, par exemple. Hein, on parlait de la conférence de la paix. À la conférence de la paix, l'un des négociateurs français qui était à la commission de la Société des Nations, qui s'appelle Léon Bourgeois, un personnage important mais complètement oublié aujourd'hui. Hein. C'est lui qui a mis en avant l'idée du solidarisme, qui est un de ses ouvrages, c'est-à-dire au fond de la doctrine sociale que tous les gouvernements français mettent en avant depuis le début du XXe siècle, mais tout le monde a oublié cet ouvrage, Solidarité. Et puis, c'est aussi lui qui a, l'un des premiers, lancé l'idée d'une société des nations, Léon Bourgeois. Et par conséquent, Léon Bourgeois, Clémenceau le nomme à la commission de la Société des Nations. Société des Nations, Clémenceau n'y croit pas du tout. Il croit qu'un État doit se défendre tout seul. Il n'a pas du tout confiance dans la sécurité collective qui assurerait la sécurité des nations, la Société des Nations. Et alors, il déclarait d'ailleurs j'aime la Société des Nations, mais je n'y crois pas. Voilà. Donc, c'est du Clémenceau dans le texte, si je puis dire. Alors, donc, je reviens, si vous voulez, à cette idée. Et Léon Bourgeois
lui, est un homme qui a mis en avant, dès la fin du XIXe siècle, président du Conseil en France en 1895, et il met en avant l'idée, effectivement, d'un arbitrage international pour remplacer la guerre dès les années 1890. Et en 1910, avant qu'on en parle aux États-Unis, il écrit un livre qui s'appelle « Pour une société des nations ». Donc l'idée de société des nations, c'est largement lui qui l'a popularisée en France. Il a été bien accueilli en France, mais aucun gouvernement n'a repris ses idées. Et là, comme Clémenceau le nomme à la commission de la Société des Nations au moment de la conférence de la paix, il va préparer un projet de Société des Nations qui comprend en particulier une force armée et que les Anglais et les Américains n'accepteront jamais. Alors, on envoie à Clémenceau ce projet de Léon Bourgeois et on a l'assurance par ses collaborateurs qu'il ne l'a jamais lu. Donc, si vous voulez, il s'en moque. Donc, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui aussi se montre d'une certaine légèreté. À la conférence de la paix, les Anglais arrivent avec 400 experts, des géographes, des historiens, des juristes, des économistes, etc. Il y a tout un état-major qui va aider le Lloyd George, le Premier ministre britannique, à négocier la Société des Nations. Wilson arrive avec un bateau entier d'à peu près 1 millier de personnes et avec des caisses énormes qui contiennent des dossiers en quantité considérable. Et Wilson va s'appuyer sur cela. Alors, Clémenceau, il n'a pas besoin puisqu'il est en France. Donc, il a tous les ministères à sa disposition, il a des juristes, il a le Conseil d'État, etc. Il ne consulte personne. Il estime que lui seul, au fond, comprend vraiment la situation et il a tendance à décider par des coups de tête. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut voir l'autre aspect aussi de Clémenceau, qu'on ne vous présente pas trop là, si vous voulez, dans le film. Mais l'homme est beaucoup plus complexe que l'image que l'on en donne. Il n'en reste pas moins qu'il a joué le rôle qui vous est montré dans le film. Donc le fait que de Manuel Valls, sans le citer, à Emmanuel Macron, tout le monde se réclame aujourd'hui de Clémenceau, c'est là... On se réclame d'une partie de Clémenceau. C'est ça. Mais donc sa mémoire dépasse les clivages partisans. Absolument. Alors, d'autres questions, peut-être sur le traité de Versailles, ce diktat, notamment, ou d'autres questions sont possibles, n'hésitez pas. On enseigne souvent, quand on enseigne le diktat, que ces conditions auraient été humiliantes ou trop sévères avec l'Allemagne et que ça expliquerait partiellement un ressentiment allemand, voire la montée du nazisme, voire une deuxième guerre mondiale. Oui, alors... c'est pareil, exprimé comme ça, c'est la même chose qu'on est revenu aux années 30, avec le déterminisme. Alors, comment dirais-je, le traité de Versailles est un traité qui a été négocié dans des conditions extrêmement difficiles pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il y a 28 vainqueurs qui se présentent à Versailles. Alors, ils n'ont pas tous participé vraiment à la guerre, ou alors ils y ont participé dans leur coin, comme les Japonais, dont la guerre a consisté à prendre les îles allemandes du Pacifique, et puis c'est tout, ils ne sont pas intervenus davantage. Bon. Donc, il y a 28 vainqueurs, et même si on ajoute les Dominions britanniques qui auront droit à leurs délégués, 32. Alors, comment faire avec 32 délégations pour régler tous les problèmes mondiaux, parce que c'est à peu près ça qui se passe à Versailles et à Paris, où ont lieu les négociations. La tâche est absolument immense, et les dirigeants des principaux États se demandent comment va-t-on pouvoir faire. C'est un premier point. Alors, on estime qu'il faut par conséquent créer des commissions.
Donc on crée toute une série de commissions. Et puis on dit, après tout, on a déjà l'exemple d'une grande conférence internationale, c'est le Congrès de Vienne réuni après l'effondrement de l'Empire napoléonien. Et comment ont-ils fait? Alors, la comparaison est apparemment séduisante, elle s'arrête là. Au Congrès de Vienne, il y a 5 États qui sont présents. Hein, la Prusse, l'Autriche, la Russie, le Royaume-Uni et la France, qui est amenée à négocier avec ses vainqueurs. À Versailles, ça va être tout à fait différent. D'abord parce que Clémenceau ne veut pas que les vaincus soient admis à négocier avec les vainqueurs. Il estime qu'ils ont été vaincus et que par conséquent, c'est, vous savez, malheur aux vaincus, la vieille tradition historique que Clémenceau met en avant. Alors, Wilson n'était pas d'accord, il aurait bien voulu que les Allemands participent, mais on fait remarquer aussi qu'on ne peut pas faire participer la Russie, puisqu'on ne sait pas qui va gouverner en Russie. C'est le moment de la révolution bolchevique, il y a la guerre civile, on ne sait pas qui gouverne exactement, et puis les Russes ont autre chose à faire que de s'occuper du reste du monde. De toute façon, ils veulent répandre la révolution. Donc, si vous voulez, on est en face de gens qui se réunissent avec des milliers de personnes, des tonnes de documents, des problèmes mondiaux à résoudre, problèmes mondiaux que même une partie de leurs experts n'arrivent pas vraiment à cerner, et que, de surcroît, sur le terrain, les combats se sont arrêtés à l'ouest, mais pas à l'est. À l'est, les combats continuent. Les corps francs allemands luttent dans les pays baltes contre les Baltes qui veulent leur indépendance. Ils luttent en Silésie contre les Polonais. Les Polonais essayent d'arracher le maximum de territoire, et en particulier aux Russes qui sont affaiblis par la Révolution. Et par conséquent, les combats vont continuer jusqu'en 1923. Ce n'est qu'en 1923 que la frontière entre la Pologne et la Russie sera établie, et en mangeant un gros morceau de l'Ukraine et de la Biélorussie, qui deviendront polonaises jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et d'autre part, en Asie mineure, l'Empire turc que les Français et les Anglais se sont partagés pour l'essentiel va se rebiffer, et le général Mustafa Kemal va reprendre l'offensive, reconquérir une grande partie, toute l'Anatolie, et même une grande partie de la Thrace, au-delà donc du Bosphore, et faire signer le traité de Lausanne en 1923, qui raye le traité de Sèvres qui avait réglé. Donc ça se passe au milieu des combats, ça se passe dans une situation où les plénipotentiaires ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, et puis ça se passe par un affrontement, finalement, entre ce qu'on a appelé l'égoïsme sacré, c'est-à-dire les pays vainqueurs qui entendent tirer les avantages de leur victoire, et le président Wilson, plus ou moins appuyé par les Anglais qui ont eu tout ce qu'ils voulaient avant que ne s'ouvre la conférence de la paix, qui veut une paix fondée sur le droit et la justice et la création de la Société des Nations. Donc ça se passe dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Alors, le résultat n'est pas très brillant. Il ressemble tout de même plus à une Europe des nationalités qu'avant la Première Guerre mondiale, sauf que les nouveaux États qui ont été créés, et en particulier dans les territoires qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie, ont chacun un tiers de leur population constituée d'ethnies allogènes qui s'estiment brimées par l'ethnie majoritaire.
La Tchécoslovaquie, par exemple, les Slaves du Nord, l'État des Slaves du Nord, les Slovaques n'ont pas vraiment voix au chapitre. Ce sont les Tchèques qui dominent la Tchécoslovaquie. Ce qu'on a appelé, à partir de 1929 seulement, la Yougoslavie, qui est en réalité la Serbie d'avant la Première Guerre mondiale, mais qui a pris tous les États des Slaves du Sud, est dominé par les Serbes, et les Croates, les Bosniaques, les Macédoniens, etc., s'estiment écrasés par les Serbes. Donc, le résultat de Versailles est considéré comme un résultat décevant. Alors, est-ce que ça a conduit à la Seconde Guerre mondiale ? Je trouve que c'est faire preuve, ça a joué un rôle, que je ne conteste pas, mais je trouve que c'est faire preuve d'un déterminisme historique, puisque 20 ans après la signature du traité de Versailles, on a une nouvelle guerre mondiale, c'est que l'une découle de l'autre, ce qui me semble, comment dirais-je, une liaison assez peu historique. Parce qu'entre-temps, il s'est tout de même passé beaucoup de choses. Il s'est par exemple passé le fait qu'entre 1924 et 1929, où il y a un apaisement des tensions en Europe, il y a une conciliation franco-allemande qui aurait pu, au fond, fonctionner, pourquoi pas, comme ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a des accords économiques entre les industriels français et allemands, par exemple pour l'exploitation de l'ancien empire austro-hongrois, parce qu'il y a le traité de Locarno où l'Allemagne reconnaît ses frontières occidentales, parce que la France parraine l'entrée de l'Allemagne à la Société des Nations en 1926. Un ensemble de faits qui, pourquoi pas, auraient pu produire le même effet que ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Entre-temps, il y a quand même la grande crise économique et tout ce que ça représente, qui va pousser les Allemands à rejeter ce régime de la démocratie libérale dont ils estiment qu'elle leur a été imposée par les vainqueurs, et qui va effectivement faire rejouer quelques-uns des éléments de la frustration allemande, puisqu'ils n'ont pas été associés aux négociations et qu'on leur a imposé un traité dont ils ne voulaient pas et qui est lourd de toute une série de sanctions, dirait-on aujourd'hui, d'ordre économique, politique et même moraux, puisqu'il y a ce fameux article 231 du traité de Versailles qui déclare, pour justifier les réparations qu'on demande à l'Allemagne, que l'Allemagne est responsable pour les avoir causées de toutes les destructions et de tous les malheurs que l'Europe a subis du fait de son agression. Et donc cet article 231 est que les Allemands ont dû signer, et dans des conditions épouvantables qui sont rappelées dans le livre par l'historien allemand Gerd Krummeich, c'est-à-dire que quand on a fait signer les Allemands, on a installé en face d'eux un certain nombre de gueules cassées, de mutilés de guerre, avec ce spectacle horrible que Clémenceau a voulu d'ailleurs, et qui effectivement montre l'ampleur du drame qu'a été la guerre, dont l'Allemagne est donc, par l'article 231 qu'elle a dû signer, déclarée unique responsable. Voilà. Alors ça, c'est le fameux diktat qui a rendu les Allemands irréconciliables et qui rejoue effectivement, parce que l'un des grands arguments de Hitler, et qui va expliquer en partie son ascension, c'est qu'il entend laver la honte de Versailles. Voilà. Et c'est un élément qui a beaucoup joué, parce que c'est ce qu'une grande partie de la population allemande a ressenti de ce traité.
avec en 40 la signature dans le même wagon, du même train, Absolument. de la Clairière de Rotonde. Voilà. Et les Allemands ont recherché à ce moment-là l'original du traité de Versailles pour le brûler solennellement, sauf que les archivistes français l'avaient fait disparaître. Et alors tellement disparaître qu'on ne l'a jamais retrouvé. On n'a pas l'original du traité de Versailles. Ce qu'on possède, si vous voulez, c'est des photographies de cet original qui ont été reliées en livres et qui ont été distribuées à chacun des participants, à chacun des délégués. Donc on possède le traité de Versailles en photo, si vous voulez, dans cet ouvrage, mais l'original, il a disparu. Alors si quelqu'un a envie de faire une enquête, il y a un travail à faire là. Alors, j'ai promis à Béatrice qu'on libérerait nos élèves à midi précis, parce qu'ils ont des contraintes de transport. Il nous reste donc 4-5 minutes. Est-ce qu'un ou une élève a une dernière question, mademoiselle? Alors oui, je n'ai pas une question à poser, mais j'ai plutôt un conseil à vous demander. Alors nous sommes ici des lycéens qui veulent intégrer Sciences Po. Donc quel conseil pourrez-vous nous donner pour intégrer cette école? Il n'y a pas d'autre conseil que de réussir les épreuves de l'examen d'entrée à Sciences Po. Donc, il est quand même prudent, si vous voulez, de faire une préparation. Parce que jadis, à l'époque où il m'est arrivé de présider cet examen d'entrée, c'était les programmes de première et de terminale qui constituaient le corpus en histoire, en tout cas, puisqu'il y a les autres épreuves, hein, bien sûr, la culture générale, les langues. Il faut être fort en langue vivante, il y a une note éliminatoire. Voilà. À cette époque-là, c'était simple. Alors maintenant, je constate quand même qu'entre les exigences que l'on a comme connaissance en histoire, hein, je ne parle que de l'histoire, je ne sais pas ce que sont devenues les autres disciplines, l'écart n'a cessé de s'accroître entre les programmes de première et de terminale, ceux dont vous êtes, et ce que l'on attend comme connaissance et comme capacité d'analyse, parce que c'est ça hein, qu'on vous demande, avoir suffisamment de connaissances et puis être capable de leur donner sens dans le travail que l'on vous demande. Ce sont ces qualités qui sont demandées à l'examen d'entrée et votre intérêt est quand même de faire une préparation parce que je ne suis pas sûr, si vous voulez, que même un bon programme de terminale soit suffisant. Mais enfin, il faut au moins que vous maîtrisiez très bien ce type de programme. Et la lecture de vos manuels, hein, votre histoire du XXe siècle, avec Pierre Milza, est une bonne base il y a d'autres manuels de départ. Qui peuvent se lire aussi. Voilà. Bien, je pense qu'au nom du lycée Angelier, on peut toutes et tous remercier très chaleureusement Serge Berstein. De son intervention et du temps qu'il a passé avec nous ce matin. Et au nom du lycée Angelier, on vous a préparé un petit panier de produits du Nord. Hein. Pas du maroilles pour vos voisins dans le train, mais... Et je remercie notre collègue Jocelyne d'avoir confectionné ce panier. Voilà. Les élèves sont libérés et on se retrouve. Alors je précise juste qu'en partenariat avec la librairie, le dernier ouvrage de Serge Berstein est en signature à la sortie de l'auditorium. Hein, quelques exemplaires si vous le souhaitez. Merci.